Et tous les matins, nous avons des rendez-vous exceptionnels. Et j'en suis très heureux. Depuis le début de cette crise sanitaire, très peu de politiques, beaucoup de médecins, de professeurs, de ceux qui savent, de ceux qui nous informent, de ceux qui nous font partager l'état de leurs recherches. Ce matin, le professeur Denis Malvy, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes infectiologue au CHU de Bordeaux, membre du comité scientifique qui épaule Emmanuel Macron dans ses décisions et comité présidé par Jean-François Delfraissy. Denis Malvy, précisément, Jean-François Delfraissy, auditionné avant-hier au Sénat, a dit, je le cite, « La sortie du confinement devra être extrêmement lente, passant par un isolement prolongé des plus fragiles, en attendant peut-être de trouver un médicament préventif. » Et il a parlé de 17 à 18 millions de personnes. Est-ce que le confinement fixé jusqu'au 11 mai pourrait être prolongé? D'abord, première question, est-ce qu'il pourrait être prolongé? D'un point de vue très factuel, il pourrait être prolongé si actuellement il y avait un scénario de relâchement du confinement. Clairement, nous avons besoin du maintien de l'énorme élan de solidarité et de discipline, de l'exemplarité de la population française qui, depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, maintient le confinement dans des conditions tout à fait remarquables et qui font que nous sommes sur un plateau au niveau de l'impact, du fardeau de cette épidémie et que les services de réanimation commencent à être relativement soulagés, que l'on hospitalise moins de patients et que l'on est dans une situation qui va nous permettre, idéalement à partir du 11 mai, et nous le souhaitons, de pouvoir réaliser du dépistage précoce d'une manière plus efficace en population, de faire donc du diagnostic précoce en population, de faire du dépistage des contacts et de pouvoir supporter la levée progressive du confinement qui va permettre de faire circuler le virus, donc, mais avec un fardeau en termes de malades et de fardeau sur les services qui sera supportable. Donc, mais ça si veut dire, jamais professeur Malvy, la population relâchait le confinement, on pourrait être obligé de le retarder, ce qui serait absolument dramatique. Oui, donc vous dites, si on relâche le confinement, on sera obligé de le prolonger. Hein. Donc ça, c'est très très clair, hein, professeur Malvy. Évidemment, ça coule sous le sens. Bah, évidemment. Et ensuite, à partir du 11 mai, allez-y. Le président donc, nous a indiqué cette date emblématique pour une levée qui sera évidemment progressive, parce que la levée du confinement veut dire que si la vie de la société peut, à sa mesure, reprendre, il y a aussi un consentement collectif sur le fait que le virus va continuer à circuler, en particulier dans des régions comme la Nouvelle-Aquitaine, où jusqu'à présent la circulation a été relativement basse. Ça veut dire qu'il y aura des malades et qu'il y aura des malades qu'on espère être les moins graves possibles, donc faciles à repérer, diagnostiqués de manière précoce, pris en charge d'une manière efficace et avec le moins de malades possible en réanimation pour que nos équipes ne soient pas accablées et se retrouvent à genoux comme elles l'ont été le mois dernier dans le Grand Est et actuellement encore dans cette région en Île-de-France. Alors beaucoup de personnes de plus de 65 ans... Pas de relâchement aujourd'hui et à partir du 11 mai, en effet, un déconfinement progressif et le maintien des mesures barrières, la distanciation sociale, le port du masque qui sera un outil supplémentaire, donc une combinaison d'interventions qui feront que les choses se passeront le mieux possible. Bien. Non, je vous parlais des personnes de 65 ans ou plus qui ont été émues. Beaucoup m'ont appelé, ont été émus en disant oui, bah nous, on va pas rester confinés. Pourquoi est-ce que nous resterions confinés et pas les autres? Vous voyez, il y a eu peut-être une mauvaise interprétation des propos de Jean-François Delfraissy qui a parlé de 17 à 18 millions de personnes. Oui, devront rester confinés, prendre plus de précautions, celles et ceux qui souffrent parallèlement de pathologies qui pourrait aggraver la situation.
Vous avez raison, Monsieur Bourdin, les plus vulnérables parmi les plus vulnérables, et on sait que les personnes âgées de plus de 65, 70 ans font partie d'un groupe vulnérable, et à l'intérieur, il y a une hétérogénéité, et donc des mesures de précaution, de confinement devront leur être proposées. Mais un confinement doit être paradoxalement une mesure habitée, comme l'innovation et la solidarité citoyenne et nationale a permis d'en voir des manifestations, même ces semaines passées. Il est évident que si les plus fragiles parmi les fragiles doivent rester confinés, il faut qu'on leur permette de rencontrer leurs proches autrement que par téléphone ou par tablette. Et il y a des mesures d'innovation qui ont maintenant un niveau de sécurité absolument nécessaire, va permettre de l'humanisation, de l'appropriation et le fait que les personnes invitées au confinement supportent ce dernier. Donc on dit confinement, mais qui dit confinement dit appropriation de ce dernier, aménagement raisonné et humain. Bien, vous dites donc la même chose que Jean-François Delfraissy. Si on n'est pas prêt, il faudra retarder de quelques jours. Hein. Bien, vous avez fait des modélisations. Mais il n'y a aucune raison qu'on ne le soit pas. Il n'y a aucune raison. Non, mais je suis d'accord, professeur. Nous verrons bien. Hein. Mais vous avez fait des modélisations. J'ai lu en préparant notre entretien. Est-il vrai que vous prévoyez 10 000 à 15 000 nouvelles contaminations par jour à partir de la mi-mai ou de la fin mai? Les modélisations sont affinées, je vais dire, de jour en jour. Bon. À l'aune de la propre dynamique de l'épidémie dans notre pays, à l'aune de ce qui se passe chez nos voisins européens. Donc les projections, elles sont des instruments qui nous supportent, qui nous éclairent en quelques mesures, mais elles sont affinées au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie sur le bloc européen et aussi de ce qui se passe en France et aussi de la manière dont la population continue à se rapproprier les mesures barrières et les mesures de confinement. Donc ce chiffre, en effet, c'est un chiffre qui est à peu près stabilisé au jour d'aujourd'hui, mais qui va dépendre de beaucoup de choses. Premièrement, est-ce que le virus a une dynamique, une écologie saisonnière ? Ça, on ne le sait pas encore. Nous sommes dans une situation d'une maladie émergente. Deuxièmement, est-ce que l'impact des 4 semaines qui viennent va être au rendez-vous à la mesure de, une fois de plus, le maintien de l'appropriation par la population des mesures barrières et du confinement. Et puis peut-être que d'ici là, des stratégies thérapeutiques seront stabilisées, un traitement prophylactique sera disponible et ça pourrait changer également la donne. Donc en effet, des indications qui donnent une direction, mais qui vont être adaptées jour après jour, semaine après semaine. Et je vous donne rendez-vous le 11 mai pour savoir si nous en serons là, sur ce point-là. Bien, professeur Malvy. Le professeur Raoult, qui est toujours membre du conseil scientifique, du même conseil scientifique que vous, affirme que l'épidémie est en train de disparaître à Marseille, progressivement. Il est possible que l'épidémie disparaisse au printemps, ajoute-t-il. C'est possible ? Vous savez, nous gérons l'incertitude. Si nous étions sûrs des scénarios à venir, nous ne serions pas en crise sanitaire. Nous sommes en train de gérer une maladie émergente, une maladie nouvelle, avec des paramètres qui sont certains approchés, estimés, d'autres inconnus. C'est ce qu'on appelle l'imprévu du vivant. En tout cas, au jour d'aujourd'hui en France, quelle que soit la région, il y a une chose qu'on peut affirmer, c'est que l'élan de solidarité et l'adhésion de la population française aux mesures proposées de confinement, d'adoption des mesures barrières, portent des fruits. Nous sommes sur le plateau où on voit que les services de réanimation commencent à être désengorgés. On hospitalise de moins en moins de personnes. En effet, l'épidémie marque un pas et c'est un signe très positif. Je suis heureux que ça se passe à Marseille, ça se passe aussi à Bordeaux, ça se passe aussi en Ile-de-France et cela est même visible au niveau du Grand Est. Donc nous en sommes là et nous serrons les rangs pour combiner les mesures de contrôle et les adapter de la manière la plus intelligente et supportable possible pour nos citoyens et pour nous-mêmes. Faudra-t-il rendre le port du masque obligatoire à partir du 11 mai ? À partir du 11 mai, on sort du confinement. Paradoxalement, quand on sort du confinement, cela veut dire qu'on intensifie les mesures de contrôle et de santé publique.
On va les intensifier dans le sens où le diagnostic précoce sera généralisé. Toute personne avec le moindre signe compatible devra être diagnostiquée. Des mesures de dépistage autour de ces derniers, les personnes contacts seront proposées sur des grandes plateformes. Les personnes diagnostiquées positives et les contacts seront invités à être isolés à leur domicile, dans des structures les plus conviviales possibles, comme des structures hôtelières déjà en place dans certaines villes. À Bordeaux, nous sommes en train sur une base de volontariat de l'industrie hôtelière, de les identifier, de les équiper. Donc tout ça, ce sont vraiment des mesures d'intensification et le port du masque va en faire partie. En maintenant les mesures barrières, le port du masque va renforcer l'efficacité des mesures barrières, c'est-à-dire et de distanciation sociale, c'est-à-dire de se tenir lorsqu'on est dans la vie sociale et dans la vie de la cité, à distance de au moins 1,5 m d'une autre personne. Bien, donc le port du masque devra être généralisé, si je vous comprends bien. Dites-moi, professeur, on parle beaucoup de la Chine à nouveau. Vous avez vu les États-Unis qui enquêtent pour savoir si le coronavirus est issu d'un laboratoire de Wuhan, qui étudiait ce virus sur les chauves-souris. Le président de la République lui-même s'interroge, les Britanniques aussi s'interrogent. Vous aussi, franchement, sur l'origine de ce virus ? Les scénarios de catastrophisme, franchement, ce n'est pas à l'ordre du jour et c'est vraiment détestable et délétère. On sait que la chauve-souris, et ce n'est pas que pour les coronavirus et pour l'agent du Covid-19, par leur système immunitaire, et quel que soit d'ailleurs le continent, sont le réservoir, sont capables d'héberger des virus qui, avec le franchissement de la barrière d'espèce, c'est-à-dire de la possibilité d'infecter à un moment donné l'espèce humaine, elles sont un réservoir de toutes sortes d'espèces virales. C'est valable pour des virus encore plus virulents, comme le virus Ebola, et c'est le cas pour les coronavirus avec des hôtes intermédiaires animaux. Et les conditions de la globalisation de notre monde, de la vie dans les cités modernes, surpeuplées, font que ces barrières d'espèces sont facilitées. Et c'est ce qui s'est réalisé dans le cadre de l'agent du Covid-19, puisque vous vous rappelez, c'est en Chine, à partir d'un marché où il y avait beaucoup d'espèces animales qui étaient vendues et une densité humaine remarquable, qu'il y a eu ce signal fort de l'émergence du foyer qui ensuite s'est répandu à travers les transports pour vous, pas de doute, doute, la Chine ne nous aurait pas menti. Si elle a fait la rétention d'informations, c'est plus sur la dynamique de l'épidémie et les premiers cas, sans doute, et bien malheureusement, que sur l'origine humaine de l'agent du Covid-19. Bien. Professeur Malvy, regardons cette épidémie. Non, auparavant, j'ai une question. Parce que c'est une question qui revient aussi sans cesse. J'avais envie d'avoir votre réponse. Certains disent aujourd'hui, en France, c'est la science qui gouverne. C'est ce conseil scientifique qui fait tous les choix, qui guide tous les choix du président de la République. Que répondez-vous ? Je dirais qu'il ne faut pas confondre les rubriques. Le conseil scientifique est un collège multidisciplinaire où il y a des soignants comme moi, il y a des experts dans le domaine des sciences humaines et sociales, il y a des experts dans le domaine des sciences fondamentales, il y a des représentants du monde associatif, citoyen, et nous colligeons jour après jour les informations scientifiques produites au niveau international pour être le plus proche des faits afin d'éclairer la décision politique. Et le président et ses ministres nous écoutent à la faveur des propositions que nous édictons à partir des données scientifiques colligées jour après jour, et Dieu sait s'il y en a, dans le domaine de cette épidémie et des leviers pour la gérer, la contrôler et la voir, nous l'escomptons, disparaître. Après, le politique en fait ce qu'il veut et nous avons des propositions que le politique n'est pas obligé de suivre in extenso. Et c'est à lui de décider et ensuite, nous autres comme citoyens, nous adhérons à la parole présidentielle qui nous fixe la manière dont notre pays doit, de manière solidaire, unie et coordonnée, s'approprier la réponse.
Bien, Mais ce n'est professeur pas nous Malvy. qui décidons à la place du politique. Oui, c'est pas vous qui décidez, j'ai bien compris. Professeur, j'ai une question qui revient sans cesse aujourd'hui. Vous connaissez peu à peu, parce que vous découvrez ce virus, vous connaissez peu à peu l'évolution du virus, ce qu'il est. Est-ce que la grande question aujourd'hui qui est posée, vous allez me dire si vous avez un début de réponse, est-ce que des personnes atteintes par le Covid-19 et guéries peuvent retomber malades? Très important de connaître la réponse à cette question. Alors les soignants, les épidémiologistes s'attachent à toutes ces réponses parce que c'est une maladie une fois de plus nouvelle dont on ne connaît pas encore complètement la déclinaison de la manière dont l'hôte va réagir. On sait que l'hôte, c'est-à-dire les humains infectés, peuvent réagir d'une manière tout à fait inappropriée. C'est ce qui fait la gravité de la maladie avec le fameux syndrome de détresse respiratoire aiguë qui fait le patient critique, voire malheureusement l'évolution quelquefois fatale. Et à côté de cela, il y a une réponse qu'on espère vertueuse avec la production d'anticorps neutralisants qui neutraliseraient le plus rapidement possible dans une situation de résolution le virus dans l'organisme. Cette réponse, on est en train de la qualifier. Depuis à peine 6 semaines, on a les moyens de la suivre chez les malades hospitalisés et suivis pour cette maladie et nous sommes en train de la décrire. Plusieurs hypothèses. Il y a sans doute une persistance chez certaines personnes. Il y a sans doute peut-être une récurrence, nous ne le savons pas encore. Il y a sans doute des éléments encore à asseoir sur la manière dont nous nous défendons. Et par-delà le fait qu'il faut décrypter la manière dont certaines formes atypiques mineures de la maladie peuvent se présenter, ces éléments ils sont fondamentaux parce qu'ils vont nous permettre d'avancer le plus vite possible dans la conception d'un vaccin. Dans la conception d'un vaccin. Toutes ces réponses attendues, comme les réponses au traitement d'ailleurs. Vous êtes impliqué dans un nouvel essai lancé avant-hier par le CHU de Bordeaux et l'Université de Bordeaux, comparant 4 traitements de ce virus chez des personnes de plus de 65 ans. Personnes testées positives qui seront traitées chez elles. Des équipes mobiles, des médecins, des infirmiers, des infirmières se déplaceront pour administrer les médicaments testés. Plus de 1000 patients. C'est bien cela, hein, professeur Malvy? C'est bien cela. C'est bien cela. Bon, c'est important parmi... Oui. Allez-y. C'est un essai qui renvoie à la réalité de la maladie Covid-19. Ce qui fait la gravité de la maladie Covid-19, c'est l'atteinte pulmonaire avec la nécessité d'administrer de l'oxygène par des méthodes invasives. Sédation, intubation. Ça, il ne faut plus voir cela d'une manière aussi contraignante et aussi violente. C'est ce qui a mis à genoux les systèmes de santé des pays du Nord, d'Italie, de France et actuellement des États-Unis, encore d'Angleterre. Pour ne pas se retrouver dans cette situation, il y a certes la prévention très en amont dont nous avons beaucoup parlé aujourd'hui, les mesures barrières, le confinement, et puis aussi la possibilité d'avoir recours à des médicaments efficaces, des médicaments innovants. Et pour cela, la meilleure manière de prendre en charge le syndrome de détresse respiratoire aiguë qui fait la gravité de la maladie, eh bien, c'est encore de le prévenir. Et pour cela, d'être le plus en amont possible, le plus dans l'ultra-périphérie, et de faire en sorte que les patients Covid, dont la plupart sont certes atteints d'une maladie bénigne, mais restent bien dans cette forme-là, dans cette forme bénigne. Et pour cela, il faut aller dans l'ambulatoire, dans le soin primaire. Et cet essai, il est fondé dans une collaboration main dans la main avec la médecine générale, avec la médecine de première ligne et en direction parmi les personnes qui n'ont pas de critères d'hospitalisation, c'est-à-dire non seulement d'oxygénothérapie invasive, mais pas besoin du tout d'oxygène, de faire en sorte qu'ils restent bien dans cette filière. C'est mieux pour eux et ça préserve également le système de santé en évitant le recours à l'hospitalisation. Et les personnes de plus de 65 ans sont dans ce groupe ceux qui sont considérés comme éventuellement à risque d'aggravation et surtout d'exacerbation des signes de la maladie.
Donc c'est ce groupe vers lequel nous allons, avec les médecins généralistes, avec les maisons de santé, avec la médecine de première ligne, pour évaluer des médicaments innovants, du moins dans leur indication, administrables par voie orale, dont on connaît le profil de sécurité et pour lesquels nous avons des signes extrêmement forts d'efficacité préliminaire pour les proposer chez l'homme. Donc il y a quatre bras en effet au jour d'aujourd'hui avec 4 premiers candidats, avec un design comme on dit en recherche clinique très souple, très pragmatique, très adaptatif. Et cet essai a commencé à Bordeaux hier. Et avec un élan de solidarité également citoyenne, des gens qui viennent se proposer pour être les chauffeurs des unités mobiles qui se rendent au domicile ou dans les collectivités des participants et des volontaires à l'essai. Alors j'ai une dernière question, professeur, parce que là aussi je me fais l'interprète de toutes celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Professeur, des traitements, des essais sur des traitements, il y en a partout, partout en France, il y en a partout dans le monde, mais tout le monde attend. Quand est-ce qu'on aura les premiers résultats? Quand est-ce qu'on aura un traitement? Alors s'agissant de l'essai qui a commencé au CHU de Bordeaux hier, et dans la ville et la métropole, ce dernier est invité à s'étendre au niveau national. Il y a déjà 5 sites qui vont nous rejoindre dans les jours à venir. Un site de la PHP, Dijon, Nancy, Toulouse et Lille. Donc nous unissons nos efforts en effet pour répondre à une partie de votre question, pour faire en sorte qu'il y ait des essais les plus robustes et qui puissent accueillir le plus de volontaires participants pour que des résultats soient les plus rapidement donnés. Et 1000 patients, nous devrons y être rapidement. Il y a d'autres essais en hospitalier qui recrutent aussi très fort. Et nous escomptons que d'ici 4 à 5 semaines, des premiers résultats encourageants puissent être déjà les pivots pour de l'aide à la décision. Bon, nous connaîtrons des traitements efficaces à travers cet essai ou d'autres d'ici 3, 4, 5 semaines, c'est ça ? Les premières données des essais en cours, en particulier des essais hospitaliers, devraient être partagées à cette échéance-là. Bien. Donc, pour terminer, professeur, finalement c'est la leçon, c'est l'une des leçons de cette épidémie, c'est l'éloge de la patience. Il faut que nous soyons patients. Modeste, pragmatique, offensif, patient. Et je dirais, en utilisant ce terme-là, mais dans son acception dans le domaine du soin, toujours centré sur le patient lui-même. C'est le patient en premier et en dernier qui nous vérifie. Et par-delà l'agitation, les vacarmes et les scénarios de crise tributaires de toute guerre, toujours se rappeler que celui qui nous vérifie en premier et en dernier, c'est le malade. Et nous autres soignants avons la chance dans notre quotidien d'être vérifiés précisément par celui qui nous fait confiance et vers lequel nous apportons notre conscience, notre courage et notre détermination. Merci beaucoup, professeur Denis Malvy, d'avoir été notre invité ce matin sur RMC BFM TV. Merci.